Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission co-organisée par la RPF et le SNEFCA. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la dernière version de la réglementation européenne qui encadre les fluides frigorigènes, connue sous le nom de F-Gas 3, est entrée en application il y a un an, quasiment jour pour jour. Non, si nous sommes ensemble ce matin, c'est bien pour nous interroger sur l'urgence qu'il y aurait à prendre en compte dès maintenant ces nouvelles restrictions. Dans ce contexte, quels fluides frigorigènes faut-il privilégier? Quels équipements ou installations sont surtout visés? Ou encore, en quoi la maintenance est-elle concernée? Autant de questions qui nous interpellent. Preuve en est, vous êtes plus de 800 professionnels inscrits à ce direct. On rentre tout de suite dans le sujet avec nos 4 invités. Alors autour de la table avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Tugdual Papillon. Tugdual, vous êtes secrétaire général du SNEFCA, le syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisine professionnelle et du conditionnement de l'air. Bonjour. À vos côtés, Laurent Guégan, vous êtes représentant du sous-groupe fluides frigorigènes au SNEFCA et vous représentez ici les distributeurs de fluides frigorigènes également. Bonjour à tous. En face de vous, Pietro Di Adamo, président du groupe fournisseur du SNEFCA, et ici aussi également en tant que représentant des distributeurs d'équipements de froid et des génies climatiques. Bonjour. À vos côtés, Pierre Palombi, président de Froid Palombi, une entreprise implantée à Cavaillon et à Aix, et spécialisée dans la réfrigération et le génie climatique, et vous êtes membre également donc du SNEFCA. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous ce matin. Alors, petite précision avant de lancer les débats. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct via le chat tout au long de cette émission et nous y répondrons donc à la fin de nos échanges. Donc n'hésitez pas à poser ces questions. Voilà, je vous propose messieurs de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais demander à Tugdual de nous faire un point sur la F-Gas 3, où on en est aujourd'hui, comme je disais, avec un an maintenant de recul. Alors, la F-Gas, ce n'est pas un texte nouveau pour les installateurs. Initialement, quand on regarde la courbe de 2014, qui s'inscrit sur votre écran, il y avait une disparition progressive qui était programmée des HFC. Cette F-Gas, elle a été révisée il y a un an, avec une nouvelle ambition. L'ambition, c'est d'accélérer le calendrier et d'accélérer la pente vers la disparition d'HFC qui n'est plus progressive mais qui devient brutale. Alors nous, face à cette situation, ça peut créer de l'inquiétude, mais il y a des solutions dont on va parler plus tard. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des grosses échéances qui nous attendent et à anticiper, notamment en 2027 et 2030. Alors pour un peu augmenter la difficulté, vous pouvez mettre la slide suivante s'il vous plaît. Les autorités européennes donc, ont réduit les quotas fortement, mais également ont intégré des produits qui initialement n'étaient pas prévus. Donc on est sur un gâteau plus petit, avec plus d'acteurs à piocher dedans. Et ça, il faut bien le comprendre, ça veut dire que la courbe que vous avez vue sur la première slide, aujourd'hui, il faut la relire avec une nouvelle lecture qui est encore plus restreinte que ce qui était initialement prévu. La F-Gas 3 prévoit bien évidemment des interdictions concernant la maintenance qui ont été encore rapprochées et des interdictions de mise sur le marché assez ambitieuses. Aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur les quotas et les interdictions de maintenance puisque c'est ce qui nous attend en premier lieu et l'échéance 2027 à anticiper et à préparer avec aussi bien les distributeurs, les installateurs et les exploitants. Allez. Donc, oui, allez-y. Alors, pour finir avec la slide suivante, face à cette ambition, ce qu'on constate tout de même, c'est que les déclarations des distributeurs en 2024 font apparaître que 75% des fluides frigorigènes aujourd'hui mis sur le marché représentent toujours des fluides à fort PRP. Alors, ils n'étaient pas forcément à fort PRP il y a un an. Juste PRP, pour qu'on redise ce que c'est pour des personnes qui, au cas... Quand on parle de quotas, on ne parle pas de kilos. On parle de pouvoir de réchauffement planétaire d'un fluide frigorigène. Merci, Pierre. Voilà. Donc effectivement, les fluides aujourd'hui mis sur le marché correspondent à des fluides
un peu plus ou un peu moins de 2000 de PRP, et le texte, on va y venir plus tard, nous incite à aller vers des bas PRP, qu'on appelle aussi GWP, comme ça, si d'autres en parlent. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a une prise de conscience à opérer dans toute la filière pour que, en 2025, la consommation des fluides s'oriente vers des solutions qui nous permettront de passer le cap en 2027 et 2030. Merci Tugdual. Alors, on dit, pour lancer cette émission, qu'il y a urgence. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, oui, mais je pense que je représente quand même aussi certains discours que nous entendons et que vous entendez. Oui. Bah oui, mais 2024, on nous avait dit la F-Gaz 3, elle arrive, la version 2024 573, ça va être terrible. Et puis, messieurs, sauf erreur, ça s'est bien passé dans les installations. Monsieur Palombi, comment vous avez ressenti ça et comment vos confrères? Alors oui, jusqu'à présent, parce que ça a été dit, on n'est pas au début des restrictions et on a connu déjà plusieurs effets de seuil. Celui qui nous attend sur 2025-2027 est particulièrement significatif. Jusqu'à présent, on sent qu'il y a des tensions sur l'approvisionnement en fluide puisque les distributeurs nous relaient et je pense que le discours distributeur parfois peut être maladroit lorsqu'on nous dit que les installateurs, nous avons des quotas, voire même que nos clients ont des quotas. En fait, les quotas, il faut le rappeler, ça concerne les producteurs de fluides frigorigènes. Les distributeurs, en fait, ce qu'ils ont, c'est une diminution de produits disponibles à la vente et ils ont donc des stratégies commerciales à mettre en œuvre. Est-ce qu'ils prennent le N-1 de leurs clients et ils appliquent bêtement le quota, ou est-ce qu'en fonction des disponibilités, et on sait très bien que sur le marché, c'est des choses qui se feront, il y a des arbitrages commerciaux, mais les quotas ne concernent pas les frigoristes. Une fois qu'on a dit ça, il faut créer un climat de confiance entre distributeurs de fluides et frigoristes. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense, par des mauvaises communications sur cette notion de quota. Là, quand on regarde effectivement les ambitions de la F-Gaz, il va y avoir un manque de fluide dans les mois qui arrivent, et c'est ça qu'il faut anticiper aujourd'hui. On est là pour en parler. Tout à fait. Laurent Guégan, il y a eu un problème de communication chez les distributeurs? Je crois qu'il faut le reconnaître. Il y a eu un problème de communication qui est lié à plusieurs facteurs, et il y a surtout un problème de communication, enfin un résultat qui a été plus positif que la communication qui a été faite. Dans les années précédentes, pour prendre la plus récente, c'était juste avant le Covid, où on avait annoncé une pénurie. On a annoncé des problèmes d'approvisionnement sur certains produits, parce que nous avions l'information des producteurs qu'il y avait une problématique. En revanche, on s'est toujours arrangé en tant que distributeur pour que ce soit ressenti le moins possible dans les faits au niveau des installateurs. C'était lié à plusieurs facteurs, c'était lié au stock des installateurs, c'était lié au stock des distributeurs. Nous avons arbitré également les livraisons qui étaient faites auprès des installateurs en gérant les urgences et les moins urgents. Donc effectivement, les pénuries précédentes ne se sont pas ressenties. En revanche, dès 2024, on a commencé à ressentir la F-Gaz 3, puisque certains installateurs demandaient du 448 ou du 449 et avaient du mal à en trouver. Donc on a déjà aujourd'hui les effets de la F-Gaz 3, avec aujourd'hui des stocks qui sont réduits chez les installateurs, parce que les prix des fluides ont augmenté, et nous, on est entre le marteau et l'enclume, puisque on est tributaire des choix stratégiques des producteurs, et les producteurs, quand ils voient leur volume global diminuer, ils vont aller plutôt vers des fluides à bas PRP plutôt qu'aller vers des fluides à fort PRP. Ils peuvent multiplier par un facteur très important au niveau de leur disponibilité de fluide à bas PRP. Donc on est tributaire de ça et on n'aura plus la capacité d'arbitrer comme on l'avait jusqu'à présent. Pietro Di Adamo, de votre côté, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il en est? Si on revient sur 2024, il ne faut pas oublier que ça n'a pas été une année avec des vagues de chaleur. Et on nous a pas, je dirais, au niveau des fluides, il n'y a pas une sollicitation qui a fait que on pouvait manquer de certains fluides. En plus,
l'Avgaz entrant sur le début de l'année, bon, on avait quand même anticipé, on avait quand même des stocks qui étaient importants, donc moins de demandes, des stocks qui étaient là. On a moins cette année, c'est vrai, même si on nous avait, au niveau de des producteurs, on nous avait annoncé qu'ils réduiraient et qu'ils nous réduiraient nos quantités. On n'a pas subi, donc on n'a pas fait subir à nos clients. Donc voilà. Après, on l'a vu sur la fin de l'année, la tension sur le 448, 449, comme vous l'avez dit. Bon, là, maintenant, on est en année 2. Donc, et on a comment dire, une feuille de route qui fait qu'on aura de moins en moins de quantité. Donc, on fera avec les quantités. En ayant moins, on ne pourra pas en fournir plus qu'avant. Donc voilà. Après, chacun arbitrera comme il le souhaitera. Donc il y a bien tension, on est d'accord, vous êtes tous là pour le confirmer. C'est bon. Mais bon, alors il y a tension, mais qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Quels sont les fluides les plus visés, entre guillemets? Alors selon les déclarations des distributeurs, il y a 4 fluides qui sont essentiellement visés. Donc le R134A, qui peut avoir diverses applications. En réfrigération, ça a été dit, le 448-449, où on a subi des grosses tensions à la fin de l'été. Et en climatisation pompe à chaleur, le 410, qui obère aujourd'hui donc 75% quand même des quotas. Donc, face à cette situation, les installateurs, comment ils doivent agir? Nous, ce qu'on communique depuis un an, c'est anticiper, prévenez vos clients, trouver des solutions ensemble. Donc, la priorité, c'est de prévenir ces clients qui ont des installations avec des forts GWP ou PRP, d'anticiper des modifications d'installation qui permettent de franchir le cap 2027-2030. Deuxièmement, j'ai souvent des appels d'adhérents, encore aujourd'hui, sur des contrats flux d'inclus. Ça, il faut bannir à tout prix. Vous êtes incapable de tenir ce genre d'engagement vis-à-vis de vos clients, et vous avez de toute façon, vous avez les arguments pour résilier ce genre de contrat. Voilà, moi j'ai déjà fait avec certains adhérents récemment, on peut toujours résilier ce genre de contrats qui ne sont plus d'actualité. Okay. Pierre Palombi, de votre côté, j'imagine que vous partagez, mais il y a peut-être un fluide qui vous est particulièrement dans le viseur, entre guillemets. La difficulté, c'est quand on évoque R410, R448 et R449, donc sur la partie climatisation, clairement, le R410, on n'a pas les substituts pour un certain nombre d'équipements, ça c'est pour les équipements qui sont installés, et puis je pense qu'il reste encore des stocks importants de matériel au R410, donc la vraie difficulté, ça va être vis-à-vis de nos clients, proposer des solutions avec des fluides, on sait qu'on n'est plus sur les bons PRP, il faut impérativement proposer au moins des alternatives et comparer les solutions, aussi d'un point de vue énergétique, mais en tout cas, on ne peut plus proposer ces fluides-là sur des installations neuves. C'est ça. On va revenir justement sur ces solutions par la suite. Pietro, dis un mot, il y a un fluide qui... Il y a un fluide, je reprends par exemple l'exemple des installations R404A, on a quand même vendu l'an dernier, en 2024, encore 75 tonnes de R404 vierges et 220 tonnes de 404 régénérées. Ça fait quand même une quantité importante. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'installations qui fonctionnent avec du 404. Avec un GWP. Avec un GWP qui est très élevé. Donc ça, il va falloir quand même trouver des solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans ces installations, on ne peut plus mettre du neuf. Donc les 75 tonnes, il va falloir les remplacer. Et puis, en ce qui concerne le régénéré, on récupère de moins en moins de fluide à régénérer. Donc il va y en avoir, on peut l'utiliser jusqu'en 2030. Cependant, je doute fort qu'on arrive jusque-là, quoi. Mais on parlait du 410, mais le 410, il est toujours autorisé. Alors, le 410, il est toujours autorisé. Néanmoins, on a une problématique, notamment sur les VRV, où on n'a pas de solution. On n'a pas de solution aujourd'hui, pour l'instant. Mais on continue aussi. Par exemple, le VRV, il s'est vendu l'an dernier à peu près 36 000 VRV en France, 36 500 exactement. VRV, juste pour toujours... c'est des systèmes centralisés
notamment dans le moyen tertiaire, de climatisation à détente directe. Aujourd'hui, sur les 36 500 unités extérieures vendues, 93% sont encore au R410 et 7%, 7,5% au R32. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore fait le pas, et ce qui veut dire que en 2029, le 410, on ne pourra plus faire d'installation neuve. 2029, c'est dans 4 ans. Donc, comme le dit Pierre Palombi, il faut quand même qu'on se pose des questions sur comment on va remplacer ce type de produit, et est-ce qu'on doit continuer à pousser ces solutions. Et puis on a une autre problématique aussi avec le 410, c'est qu'on a la réglementation sur les ERP, et qui là nous bloque aussi avec les nouveaux fluides dans ces applications-là. ERP, établissement recevant du public. Merci, ok. Et ça, qui pose problème aujourd'hui. Qui pose problème parce qu'on ne peut pas aller vers des solutions qui sont à plus bas PRP, donc légèrement inflammables, et qui posent une autre problématique réglementaire. Sur lequel on va revenir également. Laurent, de votre côté, il y a un fluide. Moi, j'ai entendu parler du 452. Est-ce que... Le 452 pose effectivement un souci parce qu'il a un GWP qui est important, mais pour lequel il y a à ce jour pas de substitut puisqu'il est utilisé dans le transport. Donc effectivement, c'est une problématique. Et aujourd'hui, on parlait du 410 tout à l'heure, c'est vrai qu'il est préférable de garder tous les fluides à fort GWP ou à moyen GWP pour la maintenance des installations existantes. Alors le 410, on en a encore, mais très rapidement, on va certainement avoir des soucis d'approvisionnement sur du 410 vierge parce qu'il a quand même un GWP de 2000. Donc c'est important. Et le 452 va être également dans la même mouvance, dans le sens où il a un GWP similaire au 410 et il n'a qu'une seule application. Enfin, qu'une seule. Une application principale, on va dire. Ce qui fait que les producteurs, qui sont des producteurs mondiaux, eux, arbitrent sur les volumes globaux des différentes applications, et il y a des chances qu'on ait des soucis d'approvisionnement dans les années à venir alors pas cette année, je pense pas l'année prochaine, encore que le 452 peut-être, mais pas pour le 410, on va dire à l'horizon de 3 ans, peut-être qu'on commencera à avoir des problématiques. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est garder les installations, les confiner, éviter les fuites et maintenir avec des produits, et surtout ne pas faire d'installation avec des fluides de ce type-là en équipement neuf. La problématique de la réglementation qu'expliquait tout à l'heure Pietro Di Adamo, alors au niveau des établissements recevant du public, ça devrait se résoudre d'ici la fin de l'année. Au niveau des immeubles de grande hauteur pour les VRV dont parlait Pietro, là pour l'instant on n'a pas de visibilité réglementaire. Donc effectivement aujourd'hui tout ce qui est inflammable ou légèrement inflammable est interdit dans les immeubles de grande hauteur. Donc on n'aura pas d'autre solution pour l'instant effectivement que le 410. Alors, on a bien vu qu'il y avait des fluides qui posaient problème. Merci d'en avoir fait le tour, je pense, et dans leur globalité, les principaux du moins. Moi, je vais vous dire, pourquoi pas passer aux fluides naturels ? Ça peut être logique. Pierre Palombi, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, de toute façon, l'intention de la F-Gaz nous oriente clairement vers les fluides naturels. Si on doit passer sur des GWP inférieurs à 150, on n'aura pas vraiment beaucoup d'alternatives. Mais concrètement, ça veut dire qu'en réfrigération, le fluide naturel qui va s'imposer, ça sera le CO2. Et là, toutes les entreprises n'ont pas encore acquis les compétences nécessaires pour mettre en œuvre ce fluide et surtout assurer du SAV, de la maintenance sur ces installations-là. Même des entreprises un peu structurées, on n'a pas forcément pléthore de techniciens capables d'intervenir sur ces installations-là, mais
c'est un challenge, mais ça peut être aussi une opportunité, et je pense qu'il faut vraiment l'anticiper. Après, tout ce qui va être à des temps directs, là, par contre, les solutions sont... on a l'Upropane, on a des solutions sur des flux naturels, et je crois qu'il va y avoir des choix techniques. En tout cas, je le répète, c'est vraiment des alternatives à proposer aux clients dès maintenant. Il est toujours tentant de rester il attend le dernier moment de la réglementation. D'un point de vue concurrentiel, il faut faire attention. On a aussi une responsabilité de conseil vis-à-vis de nos clients et ne pas introduire ces produits-là, au moins dans nos offres dès maintenant. Je pense que ça peut être très dangereux pour les installateurs. Pietro Di Adamo, vous, au niveau des acheteurs, vous les ressentez comment au niveau, moi je pense que les fluides naturels, alors notamment le CO2, je pense que sur certaines tailles d'installation, il y a des sociétés plus structurées, etc. Et elles ont plus de moyens pour maîtriser les technologies. Sur des plus petites installations, le COD, voire en dessous de 10 kW de puissance frigorifique, le CO2, au niveau déjà des intervenants, donc bien souvent c'est des plus petites structures, des plus petits installateurs, qui aujourd'hui, ou des plus petites sociétés d'installation, aujourd'hui, il y a un problème de compétence et de technicité. Aujourd'hui, ils n'ont pas acquis aussi cette compétence sur les surpressions, et notamment, si on va après sur des A2L, sur l'inflammabilité. Néanmoins, je dirais, c'est plus facile pour eux d'aller vers des A2L, parce que ça se rapproche plus des fluides aujourd'hui à 1, même s'il y a cette partie inflammabilité à gérer. Il va falloir qu'ils maîtrisent l'analyse de risque et qu'ils maîtrisent aussi les risques d'inflammabilité. Mais c'est plus facile. Donc il sera plus facile d'aller dans un premier temps sur des fluides A2L que sur des fluides directement naturels. Bon, il ne faut pas oublier non plus que sur une installation, notamment sur des petites puissances, le coût d'une installation plutôt A2L, ça va se situer entre 6 et 8% de plus. Au CO2, c'est beaucoup plus. A2L, c'est légèrement inflammable. Merci. Légèrement inflammable. Tugdual, j'imagine, oui, que vous, le ressenti que vous avez de retour des installateurs sur les fluides naturels, on est sur cette logique-là. Effectivement, ça demande une maîtrise d'abord technique, avec des dangers qui peuvent exister sur l'organisation de l'entreprise, sur les techniciens. C'est pas infranchissable, mais il y a des procédures à mettre en place, des formations à dispenser aux salariés. Puis après, il y a une maîtrise réglementaire dont a parlé Pietro Di Adamo sur l'analyse de risque, le calcul de charge, sur tout ce qui est équipement sous pression. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça demande que l'entreprise s'investisse, se forme et s'oriente et s'investisse pleinement. C'est très important. Sinon... Alors dans ce contexte-là, toujours pareil, on va pouvoir peut-être vous dire, mais il y a eu des secteurs qui ont eu des dérogations. Est-ce qu'on ne va pas avoir des dérogations à la F-Gaz 3 pour d'autres, si vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ceux qui ont bénéficié de cela? Alors, il y a eu des dérogations sur des produits très ciblés. Alors, j'ai plus exactement... il y a des équipements de cuisine qui ont été ciblés, je crois. C'est un périmètre très petit pour une durée très limitée. Donc, voilà, pour un an et demi. Matériel médical aussi. Donc, voilà, il ne faut pas trop y compter, sachant que... ils ne révisent pas la courbe des quotas pendant ce temps-là. Donc ça veut dire que si on donne des exceptions à des exceptions, il y a un moment, ça n'a plus de sens. Et les quotas seront toujours là. Donc il faut se baser principalement sur les quotas. Il y aura peut-être des exceptions qui vont apparaître, mais toujours pour des catégories très restreintes et une durée limitée. Deuxièmement, vous savez que dans la F-Gaz, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez parlé tout à l'heure des établissements recevant du public. Il y a une chose encore qui n'a pas encore été explicitée par les autorités, c'est les exceptions de sécurité. C'est-à-dire que quand la mise en œuvre des inflammables ne sera pas possible, il y aura des exceptions possibles qui se basent sur des réglementations nationales. Donc peut-être que, on demande encore des clarifications à l'administration là-dessus, qu'il y aura des dérogations possibles dans des cas spécifiques comme les immeubles de grande hauteur, les ERP, etc., etc. On n'a pas encore les modalités, mais il y aura déjà ces exceptions-là qui probablement vont être mises en œuvre. Voilà, donc c'est déjà des grosses exceptions. Et vu les quotas qu'on a, c'est pas le message à passer. Le message, c'est de dire anticipons l'échéance et allons-y. Voilà.
Laurent, vous qui étudiez souvent la réglementation, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe, la Commission européenne, pourrait lâcher du lest? Non, il n'y aura pas de lest, ou s'il y a du lest, il arrivera trop tard éventuellement. Il n'y aura pas de lest, mais de toute façon, même s'il y a une dérogation, ça a été expliqué tout à l'heure sur les différentes évolutions de la disponibilité du produit. Avoir une dérogation pour utiliser des fluides avec un pouvoir climatique plus important, c'est bien, mais après il faut le trouver le fluide. Donc on aura de toute façon, on sera confronté de la même manière. Et M. Palombi et M. Papillon ont utilisé deux mots, enfin le même mot, mais qui est très important aujourd'hui, parce que le frigoriste est à la croisée des chemins. Il doit convaincre et expliquer à son client la problématique, c'est anticiper. En anticipant, il va pouvoir proposer une solution adaptée à son client, avec une solution sur laquelle il va pouvoir faire une évaluation pendant la durée de vie de l'installation, avec l'ensemble des émissions climatiques de l'installation, qu'elles soient directes avec des potentiels fuites ou indirectes avec l'énergie. Et en anticipant, on peut apporter des solutions aux clients aujourd'hui. Et c'est vraiment le message à passer, c'est l'anticipation et aller vers des fluides avec un PRP inférieur à 150. Même si on a des dérogations. Alors dans ce contexte-là, et c'est peut-être aussi ce qui a fait que l'année 2024 s'est bien passée, on entend qu'il y a quand même beaucoup de fluides illégaux qui arrivent sur le marché. Nous, on a des remontées, notamment par les douanes espagnoles qui nous font part, et d'autres pays. Qu'est-ce qu'il en est de la France au niveau des fluides illégaux, Monsieur Palombi? Alors, à titre personnel, j'ai pas encore été approché par des fournisseurs de fluides illégaux. Dans le groupement Kaili, dont je fais partie, il y a peut-être un ou deux installateurs qui me préparent on ne peut pas le nier, ça existe. On voit des documents, je pense que notamment les zones frontalières sont particulièrement sensibles et susceptibles d'être, je dirais, touchées mais encore que, avec Internet aujourd'hui, on vous livre à peu près n'importe quoi, n'importe où. Non, je pense que c'est... un flux frigorigène, la caractéristique du fluide va conditionner la pérennité et les performances d'une installation. Donc avant d'introduire le fluide dans une installation, je pense qu'on a aussi notre responsabilité professionnelle à ne pas introduire n'importe quoi dans nos installations, enfin il me semble. Pietro Di Adamo. Après, bon, l'illégal, ça existe, on le sait. Bon, après, c'est surtout dans l'automobile. Dans le marché de l'automobile, il y a des structures de distribution qui sont peut-être un peu moins centralisées. Alors, il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'indépendants, etc. Et là, je pense que c'est plus facile d'étendre la distribution illégale que par le biais de distributeurs négociants techniques, comme on peut le faire à travers le réseau professionnel. Je ne sais pas si on a des internautes dans le secteur automobile, peut-être qu'ils réagissent déjà sur le chat. Peut-être. Mais vous voyez... Mais c'est un peu là où on voit quand même que la facilité d'aller proposer ces produits-là. Et vous avez eu connaissance de clients qui vous évoquent ça? On a eu connaissance de clients qui nous ont remonté cela, oui. Et même sur place. Mais bon, après, moi je ne suis pas les douanes. Je pense que, comme vous avez dit, c'est dommage que c'est les douanes espagnoles qui nous remontent ces informations. Je pense qu'en France, il faut qu'on avance un peu plus sur ce sujet-là. C'est pas faute de leur demander, mais oui, bon. On nous répond que les actions judiciaires sont toujours en cours, mais ça fait 10 ans que c'est en cours. Donc voilà. La justice est lente en France, mais quand même à ce point-là. Mais c'est vrai que ça serait un bon exemple de savoir ce qu'il en est. Mais je reprends ce qu'a dit Pierre Palombi. Aujourd'hui, par Internet, on peut acheter du réfrigérant. Et quand ils achètent... Ils se font livrer en France. Mais après, pour restituer le produit... Ils essayent. Ou comment ils gèrent les déchets, je veux juste dire ça. Et comment... après, on a nos filières pour gérer les déchets. Donc, je ne veux pas dire, mais des fois, peut-être que nous, on sert de gestionnaire de déchets pour les autres.
Si je peux me permettre, effectivement, il y a une question sur le fluide illégal de concurrence déloyale. Parce que on a des distributeurs autour de la table ici qui respectent des règles précises. Ils vont demander à un opérateur son attestation de capacité, sans quoi il n'aura pas de fluide frigorigène. Et ils ont une obligation de récupération du fluide et de destruction, traitement. Voilà, c'est un système d'économie circulaire qui a été mis en France en vigueur en 1993, je crois, dans ces années-là. Et donc, on a des obligations, et ces vendeurs sur Internet, alors parfois, pour la forme, ils proposent, soi-disant, ils demandent certaines choses, mais on sait qu'en vérifiant, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc, le véritable problème, c'est la concurrence déloyale pour nos entreprises qui ont des coûts avec, que ce soit pour les opérateurs, une attestation de capacité, ou pour les distributeurs, des obligations que n'ont pas ces acteurs parallèles. Voilà, c'est ce que... Laurent Guégan, on a entendu que c'était le secteur automobile qui était vraiment le mauvais élève. Alors, c'est le mauvais élève, mais pas que. Mais pas que. Aujourd'hui, au niveau européen, on estime, alors c'est toujours difficile d'estimer l'illégal, hein, mais on estime à peu près à 30% de trafic illégal au niveau européen. On n'est pas à ce niveau-là en France, mais on n'est pas loin des 20% quand même. Comment on le sait ? Nous, au niveau des distributeurs de premier rang, on travaille avec les douanes. On travaille avec les douanes, on stocke pour eux les produits qui sont saisis en attente de fin de procédure. Donc on a la visibilité sur la typologie du produit qui est saisi. Alors effectivement, massivement c'est du 134A pour l'automobile, mais on trouve du 410, on trouve du 404, on trouve du 407. Aujourd'hui, là où en 2018, où il y avait eu une forte recrudescence d'illégaux, on avait à 90%, voire 95% du 134 pour l'automobile. Aujourd'hui, on voit que le monde du froid et de la clim sont impactés par l'illégal. Et on le voit d'une autre manière aussi, et je pense que Pietro Diadamo a le même cas, c'est des installateurs qui, pensant acheter à un distributeur européen, pensent que le produit est légal. Il ne faut pas hésiter à demander à son distributeur s'il a des quotas. Parce que tous les produits qui sont sur le territoire européen ne sont pas légaux. Alors effectivement, tout ce qui est emballage jetable, ça c'est facile à identifier, mais les fraudeurs étant de plus en plus imaginatifs, ils ont modifié leur typologie de bouteille pour qu'elle ressemble le plus possible à nos bouteilles et qu'elle soit théoriquement rechargeable, sauf qu'il n'y a pas de filière pour la récupération. Et on voit tous les jours, au niveau de nos dépôts, au niveau de nos distributeurs, des installateurs qui viennent avec une bouteille. Je suis embêté, je ne sais pas comment faire. Mais ça va jusqu'à la copie de bouteille. Ça va jusqu'à la copie et la copie d'emballage. Voire le vol de bouteilles pour remplir après en Lettonie ou ailleurs et revendre sous la marque du distributeur. Donc méfiance, et comme le disait M. Palombi, des risques. Des risques importants, puisque l'illégal, par essence, on ne sait pas ce que c'est. On a vu par le passé, et même encore récemment, alors des fois c'est la pureté, la qualité du produit n'est pas conforme, mais n'est pas dangereuse, mais il y a des fois, on est carrément sur d'autres produits. On est sur, par exemple, du 134A, on va recevoir des hydrocarbures. On n'a pas la notion de ce qui est dans l'illégal, et on peut se retrouver avec des gros risques, à la fois pour l'entreprise qui a fait l'achat, les techniciens, l'installation et le client. Et aujourd'hui, on n'a pas eu d'accident en France, on y en a eu ailleurs, mais on peut avoir des accidents. Et donc, vous êtes confiant sur des moyens de mise en œuvre avec l'administration ? Alors, la réussite de l'AFGAZ, elle passe par une lutte contre l'illégal. Il y a des pays européens, comme la Grèce, où ils sont inondés d'illégal. Donc, si on ne veut pas devenir la Grèce de demain, il faut que les États mettent en œuvre, comme en Espagne, vous l'avez cité, des mesures de détection de flux illégaux. Donc, parce que ce qu'on a comme crainte, c'est que l'illégal remplace le légal. Parce que ce qu'on remarque quand même sur le terrain, j'ai pas de preuves statistiques ou de chiffres consolidés, c'est qu'on a des retours de signaux faibles d'installateurs qui nous disent « Ah, j'ai trouvé une bouteille illégale à côté d'une installation ». Et de plus en plus. Vous allez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous avez des installateurs qui montrent leurs vidéos.
ils font de la recharge, par exemple, de 410, avec une bouteille. Mais je suis même pas sûr qu'ils soient au courant, parce que sinon ils ne filmeraient pas leur méfait. Premier point. Donc, moi, ce que j'attends des autorités, c'est qu'elles luttent activement, et qu'elles fassent vraiment une lutte contre les opérateurs clandestins aussi, parce qu'il y a des opérateurs qui sont en dessous des radars, qui achètent à l'étranger, qui ne sont pas déclarés en tant qu'opérateurs, face à des opérateurs déclarés qui, eux, à la moindre déclaration un peu où il manque quelques grammes de fluide, on va aller les chercher. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aujourd'hui à tout ce qui est clandestin et ce qui passe sous les radars, en tant que distribution et opérateur. Donc on comprend, le SNEFCA est toujours à la manœuvre. C'est un sujet qui vous tient toujours à cœur. Toujours. Alors, on a compris qu'il fallait changer nos pratiques, les pratiques des installateurs. Maintenant, si on rentre vraiment dans les solutions qui se présentent, on va peut-être passer en revue. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire en fonction d'abord des installations existantes, le parc actuel installé. Qu'est-ce qu'on fait Tugdual ? Alors, sur le parc installé, disons qu'on a des professionnels qui connaissent leur métier. Un fluide, tant qu'il est confiné, il n'émet pas de gaz à effet de serre, et puis il ne demande pas une recharge, que ce soit en fluide vierge ou en régénéré. Donc sur le fluide, sur les installations existantes, il faut renforcer le confinement. Comment ça peut se manifester ? Vous pouvez proposer à votre client des solutions de renforcement, de contrôle d'étanchéité périodique renforcées, même si réglementairement c'est pas requis, ou alors des systèmes de détection de fuite, même si réglementairement c'est pas requis. Ça, c'est une possibilité qui est possible. Second point, il faut travailler dès à présent avec du recyclé et régénéré sur toutes les installations pour justement circulariser le fluide au maximum. Voilà. Pierre Palombi, vous, sur le terrain, comment ça se passe le confinement, j'imagine que... Je pense que la filière, les frigoriistes, on a déjà fait beaucoup de travail et on a réduit de manière considérable les taux de fuite ces dernières années. Hein. Ça, je pense que le travail a été fait. On peut, comme le disait Tugdual, peut-être encore progresser. Je crois que le vrai sujet, c'est ça, c'est de mettre en avant le plus possible la régénération de fluides. Là, ça demande un partenariat fort avec les distributeurs, parce que je pense que la filière de régénération n'est pas encore optimisée. Il faut qu'on fasse plus, et c'est vraiment un travail de partenariat et d'anticipation entre installateurs et distributeurs de fluides. Et puis, je dirais que, de toute façon, on n'aura pas de solution sur les installations existantes de rétrofit simple, comme ça a pu être le cas avec le 404 ou d'autres molécules. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête, parce que parfois les communications sont un peu simplifiées sur on peut mettre du 454C à la place du 448 du 449. C'est pas vrai. Remplacer un A1 par un A2L, ça nécessite une requalification d'un point de vue des ESP. On va revenir là-dessus. Vous vouliez rajouter, Tugdual ? Oui, pourquoi on insiste depuis tout à l'heure ? Parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit depuis le départ sur la récupération, la régénération, le recyclage. Parce que tous ces fluides qu'on récupère, ils sont hors quota. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit depuis tout à l'heure, mais c'est ça qui est important, c'est que tout ce gisement qui est dans les installations, qu'on va pouvoir valoriser, eh bien, il nous permettra de franchir l'obstacle 2027 et 2030. Voilà, donc c'est là-dessus que je voulais insister, je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien précisé. Et puis, par ailleurs, il faut, en termes de maintenance d'installation, il faut éviter parfois certaines méthodes douteuses du passé sur les appoints de fluide. Par exemple, une installation où on va vouloir faire des appoints de fluide en mélangeant des choses, parce que c'est pas du tout vertueux pour le respect réglementaire pour la pérennité aussi de l'installation. La régénération. Pour la pérennité de l'installation, son respect réglementaire et tout le reste. Voilà. Laurent, vous, j'imagine, le confinement, confinement, la récup, ça vous confinement, oui, que ce soit par de la détection périodique beaucoup plus rapprochée que veut la réglementation, ou en mettant des détecteurs de fuite permanents pour limiter et alerter, bien entendu. Anticiper, comme on disait depuis tout
tout à l'heure, en faisant de la maintenance sur l'installation très régulière, et ne serait-ce que des contrôles à tout niveau, et surtout pas de mélange dans les équipements, pour des problèmes réglementaires, parce que c'est impossible d'étiqueter correctement la machine, que l'installateur qui va arriver derrière, il ne saura pas ce qu'il y a comme mélange dedans, et au final on a un cocktail. Et nous, quand on a un cocktail, à partir du moment où il y a un mélange qui est fait, le produit est récupéré, qui nous est retourné, on ne peut pas le régénérer. Vous n'aimez pas le cocktail? J'aime bien les cocktails, mais pas dans la journée. Mais ces mélanges-là, on ne peut pas les régénérer simplement. On est obligé d'aller séparer les molécules. Aujourd'hui, la régénération qui est faite, c'est une régénération qui est simple, ce que j'appelle simple, c'est-à-dire qu'on a un produit A, on sort un produit A, et on n'est pas capable d'aller chercher on parlait du 143, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, dans un mélange. Donc, il ne faut surtout pas mélanger ces produits-là si on veut avoir du produit régénéré demain. C'est indispensable de garder et de ne pas mélanger les fluides. En plus de ça, au niveau réglementaire, la directive déchets demande à ce qu'il n'y ait aucun mélange de déchets. Donc, récupérer, essayer au maximum de faire une collecte sélective lorsque l'installation, il n'y a pas eu de mélange, que le fluide est d'origine, et surtout ne pas mettre un produit pour un autre dans une installation. J'imagine que c'est un message que vous passez c'est aussi un message dans les agences. C'est récupérer les fluides usagés. On constate quand même, ces dernières années, le pourcentage qu'on récupère, il diminue tous les ans. Et que nous mettons, parce qu'on a une obligation de mettre à disposition des emballages pour récupérer ces fluides, le problème c'est que ces emballages disparaissent. On en met tous les ans de plus en plus. Donc ils doivent bien être quelque part pour récupérer. Donc voilà, donc ça c'est une problématique. Donc nous, les emballages, ils doivent servir à faire rentrer les fluides pour pouvoir les traiter, les régénérer et les remettre à disposition au niveau du terrain. Ensuite, rétrofiter, on peut de moins en moins, quoi. Parce que 448, 449, pour rétrofiter par exemple du 404A, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut même plus en faire, parce qu'on n'aura pas les quantités, parce qu'on a déjà rétrofité des installations. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les installations? Après, il y a la partie requalification. Donc là... Ça, on va l'aborder, mais le rétrofit, si on parle de ça, Laurent, il y a beaucoup d'installations encore à rétrofiter, parce qu'à une époque, on disait, mais c'est plus la peine de rétrofiter, avec la F-Gaz, on n'en est plus là. Non, il y a énormément d'installations qui fonctionnent encore au R404. C'est désolant, parce que aussi bien le SNEFCA que les distributeurs alertent depuis longtemps pour ces modifications-là. Aujourd'hui, on estime encore à 60% de la GMS qui est des supermarchés qui fonctionnent au R404. C'est énorme. C'est énorme et ça va poser un gros problème. Donc là, le frigoriste va avoir son vrai rôle. C'est-à-dire que si avant, quand il allait voir son client, on lui disait non, mais on a le temps. Demain, une installation au 404 qui fuit, si on n'a pas de 404 régénéré, elle sera à l'arrêt. On ne pourra pas mettre du 448, 449 dedans parce qu'il n'y en aura pas assez et ça va être gardé pour les installations qui ont déjà été rétrofitées pendant la F-Gaz 2. Et une installation qui sera au 404, s'il n'y a pas de 404 régénéré, elle sera à l'arrêt. Donc il va falloir vraiment anticiper toutes ces installations-là. Parce que 60% des supermarchés, ça nécessite énormément de main-d'œuvre auprès des frigoristes pour faire ces changements-là. Donc vos conseils, c'est garder le fluide, garder le fluide dans l'équipement, confiné. Mais avec un PRP, un conseil sur un PRP? Non, on garde le fluide qui est dans l'équipement. On ne fait pas de rétrofit d'un fluide qui est très élevé en GWP vers un fluide qui a un GWP inférieur mais qui reste encore élevé. C'est trop tard. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on disait au tout début de l'émission. On est sur un objectif inférieur à 150. Et ça peut passer par une requalification d'installation si le frigoriste le propose à son client, mais ça s'anticipe, ça ne se fait pas le jour de la panne. C'est impossible. Tuclal, vous voulez...
vous vois réagir. Non, mais effectivement, il est trop tard pour certaines actions qui avaient lieu avant 2024. Donc les rétrofits du 404 vers le 449, c'est trop tard. Tout ce qui est au 410 aussi, je reviens sur le recyclage et la régénération de fluide, c'est un fluide qui est très peu récupéré. Si les installateurs ne mettent pas le paquet sur la récupération du 410, il est possible qu'il y ait un problème à terme. Voilà. Je voulais axer là-dessus. Absolument. En gros, la récupération des entreprises de réfrigération, c'est dans l'ADN, c'est bien rodé. On sent que dans la climatisation pompe à chaleur, pour des faibles charges, il y a parfois moins de motivation à y aller, mais il faut bien comprendre que pour que le parc tienne le coup, il faudra aller chercher chaque kilo dans les installations. C'est pour ça qu'il y a vraiment, sur la partie régénération, il va vraiment falloir que le partenariat avec les distributeurs de fluides sur ces services-là soit beaucoup plus clair et beaucoup plus organisé que ce qu'il a été. Parce que, effectivement, il faut une certaine quantité de fluide pour qu'il puisse être régénéré. Donc ça veut dire qu'il faut soit que les installateurs se regroupent pour atteindre ces quantités-là, ou alors il faut qu'il y ait un partenariat avec le distributeur qui soit clair, pour pas que le fluide soit perdu. C'est clair qu'il était plus facile de régénérer du 404, du 449 quand on avait 300-400 kg sur une installation que la somme de 5, 10, 15 kg sur des pompes à chaleur ou 20 kg sur des VRV. Mais pour autant, et en plus, effectivement, on ne mobilise pas les mêmes types d'installateurs. Les climaticiens, aujourd'hui, n'ont pas encore été impactés par enfin, ils ont moins une conscience de l'impact que la F-Gaz peut avoir sur leur métier. Oui, Laurent. Alors, je vais m'inscrire, alors pas complètement en faux, parce que c'est vrai que effectivement, il y a tout un pan des installateurs qui sont moins sensibilisés. C'est surtout que la filière de la climatisation de la pompe à chaleur n'est pas la même que la filière de la réfrigération. Une installation de réfrigération, les 3/4 du temps, c'est l'installateur qui est l'assemblier. Une installation de climatisation, il achète un équipement fini, il le pose. Quand il le démonte, il prend l'équipement fini et il le renvoie à un éco-organisme. Dans la bonne filière, on va dire. Certains installateurs qui travaillent aussi dans le froid vont le vider avant. D'autres ne vont pas le vider. Et c'est l'éco-organisme qui va le vider. Et dans ces cas-là, les éco-organismes n'ont pas l'obligation, enfin ont l'obligation, mais ne la font pas, plus exactement, de faire cette collecte sélective. Ce qui fait que le produit qui est de ce fait est pas régénérable. Et celui-là, il est vraiment pas régénérable parce que quand il nous le renvoie, il y a 80% d'hydrocarbures dedans. Donc même si on savait potentiellement le faire, économiquement, ça n'aurait aucun sens. On a compris que vous n'aimiez pas les cocktails. Mais en revanche, le 410 de demain, c'est le 404 d'aujourd'hui. Donc oui, il faut le récupérer. Oui, vous pouvez vous regrouper pour faire de la régénération, mais de toute façon, lorsque vous retournez un fluide à votre distributeur, le fluide sera régénéré, il n'est pas perdu. Si il n'est pas mélangé avec autre chose, il n'est pas perdu. Donc ça permet d'alimenter la banque de fluide régénéré si vous n'avez pas suffisamment, si c'est que des petites quantités. C'est une obligation de toute façon de le retourner, mais le distributeur le régénérera pour le mettre à disposition des installateurs le temps voulu. Pietro Diadamo, vous vouliez réagir? Dans le 410, ça reste quand même le produit le plus vendu en après-vente. Donc ça veut dire qu'il y a un parc de 410 installés énorme. Ok. Donc on a des retours. Bon après moi, quand on parle également, on parlait tout à l'heure de l'illégal. Pour ramener de l'illégal, on n'a peut-être pas trop envie que ça retourne et qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même des quantités. Après, 410, ça se régénère, on en récupère, pas assez, mais on en récupère, et ça sera traité. Donc il faut absolument le favoriser, je suis d'accord avec Pierre, pour qu'on pousse. Mais pour amorcer, moi je parle pour les installateurs, il faut que les installateurs qui jouent le jeu sur la récupération dans de bonnes conditions, les installateurs qui ne vont pas avoir pratiqué des mélanges sauvages et qui vont travailler avec des bouteilles de transfert, qui vont être précautionneux sur les manipulations, il faut que ces installateurs-là bénéficient en priorité
du fluide régénéré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être capable de câbler entre la récupération dans nos entreprises et votre travail de régénération. Parce que, une fois de plus, on voit bien la difficulté qu'on a à faire appliquer les réglementations dans ce pays. On va avoir... moi, je suis désolé, il n'y aura pas 100% des installateurs qui vont jouer le jeu sur la régénération. Et il faut que les installateurs qui récupèrent bénéficient en priorité de la régénération. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a des intérêts économiques là derrière. Je ne vais pas pouvoir répondre à cela, parce que là, on rentre dans le cadre du droit privé et du contrat et des politiques commerciales de chaque distributeur. Donc, dans ces cas-là, moi, je ne vais pas pouvoir... Donc, ça sera une négociation mais, en dehors de la table. Mais déjà, nous progressons, parce qu'on parle bien de négociation commerciale, on ne parle plus de quotas ou de réglementation. On avance. Alors, aujourd'hui... Sur les régénérés, Tugdual le disait tout à l'heure, on est hors quota. On n'a pas la problématique des quotas, la problématique de la disponibilité. Non, je plaisantais sur... Aujourd'hui, pour répondre à Pierre, déjà quand on nous ramène une bouteille, en tant que distributeur, on ne sait pas ce qu'il y a dans la bouteille. Donc c'est difficile de valoriser un produit. Maintenant, il y a quand même des offres. Quand on nous dit j'ai 100, 200, 300 kilos de produits, est-ce que tu peux me faire une prestation de régénération ? On sait le faire. Donc on fait des offres, on regarde ce qu'il y a dedans, et on fait une proposition. Je vous propose de rester quand même sur le rétrofit, mais je crois, Monsieur Palombi, que c'est un terme que vous n'aimez pas trop, que vous préférez un autre. Nous l'avons beaucoup aimé avec d'autres molécules. On a effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas rétrofiter un HFC par un HFO de manière simple. On peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut requalifier l'installation vis-à-vis de la 2SP, et ça nécessite le remplacement de certains organes de sécurité, ça nécessite le remplacement des réservoirs. Donc ça a été dit, c'est des opérations qui s'anticipent. On a fait des rétrofits 404, 449 suite à une fuite, et on pouvait l'organiser assez rapidement en changeant les fils déshydratateurs, en ayant des opérations de maintenance classiques. Là, aujourd'hui, c'est un dossier de ESP à remonter et une requalification. Donc et même pour le client, ça n'a pas le même coût qu'un rétrofit classique. Donc changeons de vocabulaire, requalification. Requalifions. Oui, Pietro. Requalifier, c'est pas seulement la DESP. Il y a quand même passé d'un A1 à un A2L, c'est même un peu plus compliqué. Il faut quand même regarder l'aspect compatibilité du matériel. Je dirais les matériels A1, ils sont tant sur le point potentiel source d'inflammation ou je dirais les batteries par exemple. Il faut savoir que les A2L, certains A2L, il y a des glissements. Les glissements, derrière, c'est pas comme un A1 où il n'y a pas de glissement. Ça, c'est une affaire de frigoriste. De frigoriste, mais... Il a raison, parce que, excuse-moi, il y a des fournisseurs de vitrines qui refusent d'introduire des A2L sur leur vitrine à partir du moment où il y a des détendeurs électroniques. Donc, effectivement, il y a aussi un sujet de sécurité. Techniquement, il y a une... Alors, effectivement, là, on parle de changer le fluide d'installation, un fluide non inflammable, A1, vers un fluide légèrement inflammable, A2L, en dessous de 150 de PRP. Donc, c'est une opération qui, techniquement, apparemment, fonctionne. Derrière, effectivement, en réfrigération, le frigoriste, c'est le fabricant sur site. Et donc, il doit reprendre tout le processus en se disant, est-ce que, ce que disait Pietro, ça marche. Est-ce que les composants sont adaptés à l'inflammabilité? Est-ce que mon analyse de risque demeure toujours bonne? Je dois refaire toute mon analyse de risque, et je dois revérifier la catégorie de la tuyauterie, des réservoirs, pour que ce soit conforme à ce qu'on appelle la directive équipement sous pression, que le fabricant peut être amené quand il le met sur le marché. Ça, c'est pour la réfrigération. Et ça, aujourd'hui, le SNEFCA dit, on a besoin de sécuriser les installateurs. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est dans la palette disponible, mais aujourd'hui, elle est dangereuse, puisque moins de 10% des installateurs sont capables de la mettre en œuvre correctement. Donc, ce qu'on a demandé, nous, avec les distributeurs, c'est d'aller voir les organismes pour qu'on puisse ensemble avoir un mode d'emploi simple pour requalifier, on va dire, ces installations dans le futur. Voilà. Alors là, ce que je vous propose pour avancer, c'est qu'on passe sur du neuf. Quels sont les conseils? Je vous repasse la parole. Dans le neuf, un conseil, c'est d'aller directement vers les GWP en dessous de 150. Donc ça peut être... en neuf, vous avez... Pourquoi aller vers moins de 150? C'est
que toutes les interdictions d'usage à venir, enfin de mise sur le marché, sont axées sur cet objectif. Sur cette valeur-là. Après, il y a ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a une palette de fluides disponibles en fluide naturel, en fluide synthétique, on va dire, qui seront peut-être plus faciles à mettre en œuvre pour les installateurs qui ne se sentent pas prêts. Et donc, il faut utiliser toute cette palette pour aller rapidement vers les moins de 150. Pierre Palombi, un conseil dans ce domaine-là pour le neuf? Je crois que si on veut faire simple et de manière très claire sur la partie réfrigération en détente directe, effectivement, dans la mesure du possible, il faut essayer d'aller sur du CO2 si on veut passer en détente directe. Après, il y a toutes les palettes effectivement de l'eau glacée, où là en plus on a quand même des tolérances sur des GWP à 750 jusqu'à 2032. Enfin, il y a certains HFO vont pouvoir durer un petit peu plus longtemps, pas grâce au confinement. Après, il y a d'autres fluides naturels, plus pour des applications industrielles comme le NH3 ou autre. Attention aussi, on est en train depuis tout à l'heure, on parle de sécurité, on parle de pérennité des installations. Il faut aussi parler du coût d'exploitation. Clairement, quand vous passez d'une installation à détente directe à une installation centralisée à l'eau glacée, vous jouez avec la consommation d'énergie. Donc on a eu des clients qui ont eu des gros problèmes sur leur coût d'exploitation à la sortie du Covid avec l'explosion du prix de l'électricité. C'est en train de se caler, mais la volonté de l'Europe d'aller vers de l'électricité propre va faire que l'électricité va continuer à monter. Donc là, attention, quand on amène du CO2, quand on amène de l'eau glacée, il faut bien réfléchir, il faut montrer aux clients, essayer de montrer aux clients ce que sera ces consommations. L'efficacité énergétique. Absolument. Au-delà de PRP qu'on a cité. En plus. Mais est-ce que les produits sont là, Pietro? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la palette des produits, que ce soit sur les réfrigérants ou sur la partie matérielle, aujourd'hui, en groupe de condensation, on a déjà des multifluides qui sont en place, la régulation, les composants frigorifiques sont là. Là, ça pose plus de problèmes réels. Après, je pense qu'il faut explorer des nouvelles solutions dans le froid. Sur de la basse température, etc., il faut peut-être aller vers plus d'hydraulique, avec de l'eau glacée. Par exemple, sur de la basse température, les groupes d'eau glacée étant dehors, à l'extérieur, on a aujourd'hui des fonctionnements avec des R290. Donc, on s'épargne aussi toute cette partie inflammabilité à l'intérieur, analyse de risque. Par contre, aujourd'hui, on n'y va pas. Aujourd'hui, on reste sur la détente directe. Ou on y va peu. Après, il y a aussi, je dirais, des produits qui sont là. Le 513, par exemple, en remplacement du 134A, où on a un GWP. Aujourd'hui, il faut y aller, quoi. Ça, on sait que ça fonctionne. On a déjà des installations. Donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à ne plus acheter de 134, mais acheter plutôt du 513. Alors Laurent, vous arrivez, je crois, du salon américain qui s'est tenu, l'HRAE, qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps. Il y a des nouveaux produits qui sortent? Non, il n'y a pas de nouveaux produits qui sortent qu'on ne connaisse pas en France, puisque l'Europe est quand même bien en avance sur les États-Unis. Et en dehors de l'effet Trump qui a mis un coup de frein par rapport à l'évolution qu'on avait pu commencer à voir, on va retrouver des 455, des 454 dans les équipements qui sont présentés à l'HRAE. Il n'y a pas de nouveaux produits en tant que tel, mais on voit quand même une tendance pour aller vers ce type de produit sur les installations simples. Le point important lorsqu'on va faire une installation neuve, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'efficacité énergétique. C'est très important aujourd'hui. Et si on prend le dernier rapport de l'UNEP de 2023, depuis 2022, la consommation d'énergie est supérieure aux émissions directes de fluides. Donc, on a un fort impact sur le coût d'exploitation d'un supermarché. Alors, il y a les supermarchés, mais il ne faut pas oublier que 50% des installations, c'est du petit commerce. Mais ça a un fort impact sur leur consommation. Et justement, comme 50% des installations, c'est du petit commerce, malheureusement, on n'a pas forcément de solution de type CO2 qui sont à proposer. On va aller sur des solutions
plus simple à mettre en œuvre pour l'installateur, plus simple à entretenir aussi pour l'exploitant. Mais Oui, ce qui a été évoqué. voilà, c'est... Ok. On arrive bientôt au moment de la conclusion. Je vais vous demander des conseils, si vous deviez en donner, à donner à tous ceux qui nous écoutent. Ils sont nombreux. Alors, sans refaire toute l'émission, vous l'avez compris, il y a un défi, il y a des solutions, que ce soit en installation neuve ou en maintenance. Il faut anticiper dans vos entreprises. Renseignez-vous sur ce qu'il faut faire pour les clients, ce qu'il faut faire en termes de formation, en termes de mise à jour réglementaire. Voilà. C'est pas impossible, c'est un obstacle, mais franchement, avec un peu de travail, la plupart des entreprises réussiront à le franchir. Les distributeurs fournissent des solutions, le SNEFCA également travaille à fournir des solutions pour passer le cap. Voilà, moi, tout ce que je veux dire, c'est soyez curieux et allez vous renseigner pour anticiper l'échéance et surtout ne pas être pris à la gorge quand vous serez au pied du mur. Pierre Palombi, un mot de conclusion de votre côté? Oui, je crois que le mot anticipation, c'est clairement le mot de la situation, parce que c'est aussi une opportunité pour nos entreprises. La réglementation, où on va la subir, et on peut même se retrouver à être pris en défaut sur notre devoir de confiance, de conseil vis-à-vis de nos clients, ou bien les accompagner pour qu'ils puissent planifier d'ici les 2-3 prochaines années les remplacements ou des modifications sérieuses de leurs installations. Donc, dans un contexte économique où nos clients n'ont peut-être pas prévu d'investir sur leurs installations frigorifiques, la F-Gas, de ce point de vue-là, peut être une opportunité. Concernant les distributeurs, donc on a mis et on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont en place pour accompagner dans ce changement. Comme vous l'avez compris, on a un certain nombre de fluides. Aujourd'hui, avant, on avait peu de fluides et ça correspondait à peu près à beaucoup d'applications. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Et ces choix dépendent, j'irais, un certain nombre de points réglementaires, d'analyse de risque, etc. Donc tout ça, on a commencé, nous, à travailler en mettant à disposition, et notamment des formations également, qui se passent même en ce moment en région. Tous les distributeurs, en ce moment, ils parcourent, ils font le tour de France en proposant de l'information et de l'information. Donc c'est un point important. Moi, je pense que les produits sont là également. Les fabricants, ils ont fait leur travail, puisqu'ils nous proposent aujourd'hui les palettes de produits. Il convient maintenant à chacun de prendre en compte l'urgence et devant les échéances qui nous arrivent, et tout ça pour pouvoir gérer au mieux le futur de nos activités. Donc normalement l'urgence est bien là. Laurent, un mot de conclusion de votre côté? Oui, l'urgence est bien là. On est c'est la 4e fois que nos installateurs doivent se remettre en question, doivent se mettre à niveau sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles pratiques. On avait des fluides très faciles. On est passé à des fluides un peu moins faciles. Aujourd'hui, on passe à des fluides encore un peu moins faciles. Mais c'est aussi une possibilité pour le frigoriste de vraiment montrer son expertise à son client. Et comme disait M. Palombi, anticiper. Les outils sont là auprès des distributeurs. Les outils sont là avec le SNEFCA. Il ne faut pas hésiter à questionner son distributeur pour bien valider que ses produits sont sous quota. Il ne faut pas hésiter à questionner son distributeur, que ce soit de composants ou de fluides. Si on a un doute sur un mode de fonctionnement, sur une possibilité, etc., on est tous armés pour répondre aujourd'hui et pour accompagner les installateurs. Très bien. Et ces installateurs ont l'expertise, on l'a entendu, donc c'est parfait. J'imagine qu'en studio, il y a eu pas mal de questions. Oui, je vois donc Sarah Aumont qui va nous les transmettre. Sarah qui est journaliste à la RPF. Sarah, alors, des questions de votre côté? Oui, beaucoup de questions. Une première, face au risque de pénurie, comment agir face à mes clients en contrat de maintenance ou en installation neuve? Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais il faut faire un audit de votre parc installé et de dire quelles sont les installations où j'ai des fluides à fort PRP. Et ces clients-là, il faut les prévenir déjà du danger, premièrement, avec risque
d'augmentation des prix, premièrement, et risque de rupture du produit ou de rareté du produit dans les prochaines années. C'est-à-dire que, ce qu'a dit Laurent Guégan tout à l'heure, vous avez une installation 404, je ne peux recharger qu'en 404 régénéré. S'il n'y en a plus demain, c'est terminé. Donc, face à cette situation, il faut accompagner le client avec lui proposer des solutions alternatives. Ça peut être du fluide synthétique s'il n'a pas les moyens d'aller vers d'autres solutions naturelles. Mais voilà, il faut l'accompagner et on est à ses côtés pour le conseiller et l'accompagner. Parfait. Monsieur Balombi, je vois que vous acquiescez, donc Oui, je vais passer à la prochaine question. Les fabricants de climatisation ou de pompes à chaleur ont-ils prévu des solutions de substitution en cas de pénurie ? Alors ça, c'est une bonne question. Bonne question. Le problème, c'est, on en a parlé tout à l'heure, concernant le remplacement du R410, c'est très compliqué, mais par contre, il existe déjà du R32. Donc déjà, on utilise, sur tout ce qui est split system, on utilise beaucoup le R32. Maintenant, mais le R32 sera-t-il... dans le VRV, il y en a peu, mais il y en a. Ok. Bon, ça reste compliqué. Bon, il y a des choses qui vont se résoudre a priori avec les ERP, puisque on devrait assouplir cette partie-là. Maintenant, tu as peut-être sur. Disons que la question, telle que je l'ai compris, c'est plutôt dans les équipements existants. C'est ça. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on n'a pas de solution pour faire un rétrofit ou une requalification 410. d'un équipement 410 vers un autre produit. Ça va peut-être venir. Je pense que les équipementiers travaillent sur ce genre de possibilités, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de solution pour faire du rétrofit. Il y a plutôt des essais de rétrofit de R32, mais c'est vraiment très embryonnaire. En tout cas, on n'a pas de retour officiel. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut sur l'installation neuve, proposer du R32 et plus de 410. C'est ça, de ne pas acheter de 410 aujourd'hui. Sur des équipements, ouais. Merci. Une autre question, Sarah. Faut-il aussi se mettre en phase dès maintenant avec l'évolution des certificats d'aptitude et de capacité ? Autant que possible. Ça, timing, Tugdual, c'est vous qui souhaitez... Le timing, disons que les attestations d'aptitude... alors, plusieurs choses déjà, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début. L'attestation d'aptitude, aujourd'hui, elle est valable à vie. Désormais, elle va être valable de façon temporaire pour 7 ans, et renouvelable tous les 7 ans. Donc toutes les personnes qui ont aujourd'hui l'attestation d'aptitude devront la repasser, ou la recycler entre guillemets, entre 2027 et 2029. Sachant qu'on estime à environ entre 80 000 et 100 000, les personnes devront repasser l'examen. Alors on ne connaît pas les modalités encore de l'examen, même les autorités ne le savent pas. Donc, faut-il anticiper ? J'ai envie de dire, comme vous le savez, l'attestation d'aptitude, elle va aussi concerner désormais les fluides naturels. Vous êtes obligé, si vous voulez maîtriser les technologies naturelles, faire des formations, etc., etc. Après, est-ce que ça correspondra exactement au champ de la future certification ? C'est peut-être pas le cas. Mais c'est pas vraiment un sujet, puisque le vrai sujet, c'est que la maîtrise des fluides naturels, ça relève aujourd'hui du Code du travail, et que demain, ça relèvera toujours du Code du travail, et donc il faut respecter vos obligations de sécurité des salariés, de formation, de mettre en place des procédures d'intervention, de l'outillage spécifique. C'est ce socle-là qu'il faut bien respecter dès à présent. Normalement, la certification devrait rentrer dans ce cadre-là. Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, le référentiel pour les attestations d'aptitude sur la F-Gaz 3 n'existe pas aujourd'hui. Oui. Il y a un groupe de travail qui a été créé pour travailler avec les autorités dans ce sens, avec la FCE, avec le SNEFCA, de façon à pouvoir arriver sur cette fin d'année avec un référentiel existant, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais il ne faut pas oublier qu'une attestation, c'est pas un diplôme. Il est nécessaire de se former sur ces nouvelles technologies et ces nouvelles pratiques avec des fluides légèrement inflammables ou inflammables. C'est pas un diplôme. Donc tout ce que disait Tugdual tout à l'heure sur le code du travail, etc., c'est primordial. Ça, par contre, ça s'anticipe de la même manière et ça peut être mis en place dès maintenant. Oui, monsieur Palombi. Ça peut être aussi anticipé économiquement, c'est-à-dire que ça peut être provisionné sur plusieurs années pour que l'impact économique soit anticipé, c'est un mot que vous aimez oui, bien. Oui, il faut.
Bon, je pense que dans notre activité où ces fluides changent énormément, où il y a beaucoup de technologies qui arrivent, aujourd'hui, reformer les gens et habiliter les gens, ça me semble important. En même temps, il faut quand même voir, c'est que plus c'est réglementé, plus ça protège aussi notre profession. Et c'est plutôt une bonne chose. Encore une question? Oui, une Sarah. question sur le calcul de charge qui consiste à définir la toxicité ou l'inflammabilité. Comment utilise-t-on cette charge? Avez-vous des exemples? Alors là, Alors, sans support, c'est un peu compliqué là. mais peut-être qu'il y a un outil, c'est peut-être plus un outil qui est disponible. Mais effectivement, dans la norme de notre métier, il y a une obligation de calculer la charge maximale. La charge maximale. Et pour ça, il y a des outils fournis par les distributeurs, je vais en citer aucun, qui permettent de le faire. Je vous invite à aller... Et effectivement, en fonction de la charge, si la charge maximale est dépassée, vous devez mettre une mesure ou 2 mesures compensatoires Sur l'application. sur l'application. Alors pour la toxicité, c'est plus pour tout ce qui est tout ce qui est logement ou application confort, voilà ce qu'on appelle confort, où effectivement la toxicité est très importante pour prendre en compte ces éléments. Voilà. Ok, les questions sont très nombreuses, alors on va en poursuivre. Une question, quel fluide proposer aujourd'hui en installation neuve, notamment à un client qui détient un équipement entre 2 et 10 kW avec un groupe à distance? C'est précis, la question, la réponse. En réfrigération, ouais, ben, on va pouvoir aller sur du HFO avec une étude de risque, parce que malheureusement, il peut y avoir des cas de figure où... Quelle est l'application? Ça, c'est la première question. Bon, à se poser. Là, on n'a pas la réponse, je pense. Non, mais de toute façon, c'est du moins de 150. Les HFO sont effectivement disponibles, voire des mélanges HFC-HFO. Sur ce type de petites installations, il y a tous les éléments aujourd'hui pour répondre aux besoins du client. Il y a des cas de figure particuliers où, effectivement, la partie légèrement inflammable peut poser problème. Et dans ces cas-là, il faut voir une autre solution, mais l'orientation, c'est vraiment sur ce type de produit. Oui, Sarah. Oui, Je vous le laisse la parole. R448A et le R449A sont souvent des rétrofits du R404A. Lors des manipulations, il reste des résidus. Comment faire sans arrêter un magasin? On peut pas. Non, Non, très clairement, un rétrofit, quand on fait un rétrofit, on doit... une requalification. Non, là, en l'occurrence, On a- c'était un on a- rétrofit. On doit arrêter. On arrête son équipement, on vide son équipement, on rince rince son équipement, on le tire au vide et on recharge. Et effectivement, aujourd'hui, ça doit se faire avec un arrêt. Alors, de mon expérience, à une époque où j'en faisais, on faisait ça de nuit dans les supermarchés. Il y a des outils aujourd'hui, il y a des distributeurs qui proposent des outils pour aller pomper une centrale frigorifique en très peu de temps. Et ça fonctionne très bien. Mais effectivement, ça se fait pas en une journée. Enfin, dans la journée, du moins. Une question encore? Une dernière question, toujours sur ces deux fluides. Quelle solution avec une installation neuve vendue au R448A et R449A? Alors, je crois qu'il y a eu une incompréhension, peut-être. On ne fait plus d'installation neuve au 448 ou 449 aujourd'hui, puisqu'ils sont au-dessus de 150. Aujourd'hui, faire des installations neuves au 448, 449, c'est c'est pas jouer la pérennité d'une installation pour son client. C'est des fluides qui vont être interdits dans le neuf en 2030. Voilà. Ça veut dire que Demain. quand on va mettre en place, on va faire des installations, il va falloir expliquer à son client qu'en 2032, il n'aura plus de fluides parce qu'en maintenance, ça sera à partir de 2032 qu'on ne pourra plus les utiliser. Donc, Donc à bannir. à éviter. Et à éviter surtout, c'est-à-dire d'utiliser ces quotas pour faire du neuf, alors qu'on a des installations où on ne sait pas ce qu'on va mettre en maintenance dedans. Il y a un parc, on a déjà fait des rétrofits de centrales et d'autres produits. Donc, Je pense que la question, c'était pour les installations qui ont été faites récemment au 448, 449. Donc, effectivement, là, les installations qui ont été faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans,
il va falloir être capable d'expliquer aux clients, mais encore une fois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ne pas expliquer aux clients, c'est prendre le risque de se retrouver dans une situation où on ne pourra plus assurer la maintenance. Alors, c'est pas le mois prochain, mais ça va arriver assez rapidement. Il faut peut-être utiliser aussi tout simplement les documents du SNEFCA sur l'évolution de la réglementation. La réglementation s'est durcie l'année dernière. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, confinement. Effectivement, si l'installation a déjà eu lieu avant mars 2024, en fait, la réglementation elle a changé en mars 2024. Donc vous, installateur, vous ne pouviez pas savoir ce qui allait arriver. Effectivement, là, vous devez écrire à votre client en disant « Attention, votre fluide va être de plus en plus rare à trouver et il y a une interdiction peut-être de recharge en vierge à telle échéance. » Pour le prévenir, c'est votre obligation. Mais il ne faut pas se sentir coupable, vous ne pouviez pas savoir, à l'instant même où vous avez fait l'installation, que ce serait interdit ultérieurement. Voilà. Et puis je pense que l'année dernière, déjà le SNEFCA a communiqué sur la nécessité de faire des alternatives. C'est ça. Si vous avez donné l'alternative à votre client de choisir une autre solution sur du HFO ou sur du CO2 ou sur de l'eau glacée et qu'il a choisi du 448 parce que c'était moins cher, il a eu du 448. Voilà. Là, je pense qu'on a vraiment un devoir d'information. Et le SNEFCA s'est engagé dans ce devoir d'information depuis longtemps, et ce matin notamment, puisque nous étions copartenaires de cette émission, que nous allons bientôt devoir terminer. Auparavant, on me signale qu'il y a beaucoup de questions encore. Alors je sais que au SNEFCA, justement, vous avez décidé de les regrouper par thématique, et vous allez normalement faire une foire aux questions pour y répondre. C'est ça, on va recueillir toutes les questions là qui ont été posées et on va répondre par une foire aux questions F-Gaz, ou même si ça ne concerne pas exactement la F-Gaz, sur notre site d'ici quelques jours ou d'ici une semaine au moins. Tout dépendra du nombre de questions. Ça dépend du nombre de questions. Voilà, mais effectivement, on va essayer de répondre au maximum de questions possibles. Bien, vous continuerez de toute façon à passer le message et à nous dire quand ça sera... À marteler le message, oui. Très bien, eh bien avant de vous remercier, messieurs, de vos interventions très riches, je vous précise donc que ce replay de l'émission va être disponible normalement lundi, à partir de lundi. Et donc, un grand merci à vous, et merci aux internautes qui ont été nombreux, on le sait, par rapport aux questions, et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Merci.